Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on va parler de poésie, de slam, de paroles fortes, intimes et collectives avec Lisette Lombé. À la fois poétesse, slameuse ou encore collagiste, Lisette vient de faire paraître un recueil de textes, Brûlé, 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 aux éditions de l'Iconoclaste, dans la collection L'Iconopop. Ce recueil est en réalité une série de textes récents ou plus anciens, dont l'ambition n'est autre que de pointer du doigt les injustices de tous bords avec l'urgence de l'écriture. Des braises individuelles, mais aussi et surtout des braises collectives, qui prennent vie grâce au feu des mots que Lisette Lombé a couché sur le papier à la manière d'une slameuse écrivante. Et c'est là toute la force de ce livre. Il recueille une parole à mi-chemin entre l'écrit et la flamme de l'oralité. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai rencontré Lisette Lombé qui était de passage à Paris depuis la Belgique où elle réside. Avec Lisette Lombé, on a parlé de l'oralité de la parole comme prise de pouvoir, de l'engagement qu'elle met en place notamment dans le choix de ses thèmes, ou encore des contraintes particulières et à la fois stimulantes que représente le slam. Bonne écoute. Lisette Lombé, bonjour. Bonjour. Alors je suis très content de te recevoir. La bonne excuse pour le faire, pour moi, c'est ce nouveau recueil de textes, Brûlé, 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 qui a été publié dans la nouvelle collection de l'Iconoclaste, qui s'appelle l'Iconopop, qui est dédiée à la poésie, au slam, à toutes les formes aussi de musicalité du texte. Et ce texte, ce recueil qu'on lit, en l'occurrence, qui est dédié de fait à la lecture, on peut évidemment l'imaginer prendre une toute autre dimension lorsqu'on sait que tu es aussi slameuse. Alors il se compose de différents petits textes. Comment est-ce que tu as composé ce livre exactement ? Est-ce qu'il y a des textes qui étaient déjà écrits pour être déclamés ? Est-ce que tu en as écrit certains dans le but d'être lus uniquement ? Comment est-ce qu'on associe ? Comment est-ce qu'on lit, du verbe lier, l'oralité et le texte finalement, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Oui, alors c'est un recueil hybride, puisqu'il y a des textes. Quand j'ai été contactée par Alexandre Bord et Cécile Coulon au lancement en fait, de la collection Iconopop. Qui dirige la collection. Oui, tout à fait, directeur de collection. Ils connaissaient mon travail en Belgique et ils m'ont fait cette proposition assez étrange, donc à la fois de partager des textes inédits, mais aussi de reprendre des textes qui existaient déjà, donc des textes que j'avais écrits avant, que j'avais déjà performés sur scène, dans les scènes slam. Donc il y a des textes qui ont été écrits pour la scène et qui sont repris dedans, et il y a des textes que j'ai écrits pour l'écrit, mais il se fait que dès la table d'écriture, comme de toute façon je viens de la scène slam, les textes portent une oralité, portent un rythme, une rythmique, donc ce sont des textes qui sont quand même destinés à être dits, et puis il y en a peut-être quelques-uns où je me suis dit, là je vais les écrire pour l'écrit, sans avoir envie spécialement de les faire repasser par la bouche. D'accord. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait l'appeler, ce recueil, ces écrits de la poésie slam ? Ça pourrait s'appeler comme ça ? Alors moi, je n'utilise plus tellement cette étiquette de slameuse, parce qu'il faut savoir qu'en format slam, dans les micros ouverts, dans les scènes ouvertes, les textes peuvent faire maximum 3 minutes. Oui, il y a des règles. Il y a des règles, donc 3 minutes, un texte qu'on a écrit soi-même, et a cappella, sans costume, sans lumière, sans musique, sans décor. Ouais. Donc pour moi, ça m'a porté pendant plusieurs années, c'était un format qui me convenait très bien. Et puis là, depuis l'année passée, je me sens un peu corsetée dans ce format-là. J'ai envie d'aller plus loin, dans des textes plus longs. D'ailleurs, j'ai écrit un court roman cette année-ci aussi, un court roman érotique. Donc je me suis sentie un peu corsetée. Donc du coup, il y a à la fois des textes qui font moins de 3 minutes et puis des textes qui sont un petit peu plus longs, peut-être même un peu contes poétiques, je ne sais pas comment on doit dire ça, celui avec les oiseaux. Bref, c'est un beau cadeau que Cécile Coulon et Alexandre Bord me font dans cette nouvelle collection, parce que c'est une naissance de collection, donc pour eux c'est aussi un début. Pour moi c'est une première signature aussi chez un éditeur français, donc il y a quelque chose d'assez beau à vivre une naissance comme ça de manière collective. Et alors ce titre, Brûlé, 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 d'où est-ce qu'il vient, premièrement ? Alors, il y a un poème qui s'appelle Brûlé à l'intérieur du recueil. Ce titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Alexandre Bord qui l'a choisi, qui me l'a proposé. J'en avais proposé un autre, mais finalement, c'est quelque chose qui me convient très bien.
triplement brûlée. J'ai l'impression que là-dedans, il y a de la brûlure à la fois... en tout cas, moi, ce qui marque les débuts de mon écriture, c'est un burn-out. Donc, ça renvoie à ce feu-là, le feu qui crame, le feu qui crame le sens, qui crame le corps. Et puis, cette espèce de renaissance grâce à l'écriture. Il y a à la fois l'aspect sociétal, brûler le vieux monde. Et sur ce tas de cendres-là, qu'est-ce qu'on vient proposer ? Moi, ça m'intéresse, cette force de proposition. Et puis il y a le feu poétique, il y a le feu de la poésie, cette espèce d'étincelle, de flamme, de ce qui nous fait nous sentir en vie, qui nous fait nous sentir exister, qui nous donne envie de triturer la langue et d'être dans le partage. Alors parlons de l'aspect sociétal. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tu viens de parler du burn-out. Ouais. J'en profite pour dire que tu as également écrit un livre qui s'appelle La magie du burn-out. Ouais. En 2017, je crois. Oui, c'est mon premier livre. Ouais. Et cet aspect sociétal, il se voit nécessairement dans ce recueil, Brûler, brûler, brûler. Tu évoques de nombreux sujets de société, mais aussi des sujets qui sont empreints d'actualité. Alors par exemple, tu évoques la petite Maouda. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Maouda. Maouda. Maouda Chaouri, qui est une fillette qui avait 2 ans, une Kurde irakienne, qui a été tuée par un policier belge en 2018. Tu évoques également la cycloparade, qui est une manifestation féministe à Liège. Oui. Tu évoques le harcèlement scolaire dans Mon fils est gay. Tu en parles parce que tu avais vu un documentaire d'ailleurs, je crois. C'est ça. Ouais. Bref, autant de sujets qu'on pourrait qualifier de sociétaux, en tout cas d'actuels. Bref, tous ces thèmes, ils sont constitutifs de quoi ? Plutôt du slam, plutôt de ton écriture à toi, plutôt de tes envies d'engagement concret. Pourquoi est-ce que tu t'empares de tel sujet ? Est-ce que ça fait partie, je sais pas, du jeu de ton écriture ou pas du tout ? Ou c'est juste vraiment une volonté, disons ? Alors, bon, déjà, il y a des choses qui bouillonnent. Ça, c'est la partie slam, une urgence de dire les choses, quelque chose qui bouillonne. Et voilà, tu vois ma tête, je suis une femme féministe, je suis une personne racisée, je suis une mère de famille. Donc, ces thèmes-là, j'ai une chair métissée. Donc, tout ça, ça m'est propre. Et donc, les textes portent cette trace-là aussi. Après, moi, dans ma militance, j'ai un positionnement qu'on dit intersectionnel. Ça veut dire un féminisme qui s'occupe pas que des questions de patriarcat et de sexisme, mais qui va croiser avec la lutte antiraciste et avec la lutte anticapitaliste aussi, avec les questions de validisme, avec les questions de lutte contre l'homophobie, avec des questions de lutte contre la grossophobie. Donc je suis à cette intersection-là. Et donc forcément les textes portent la trace de ça, c'est-à-dire comment cette poésie engagée peut se connecter avec ces forces-là qui sont à l'œuvre, moi ce que j'appelle les forces progressistes, donc toutes des personnes qui sont à des endroits différents et qui viennent redire on a envie d'être respecté pour ce qu'on est intégralement, et on a envie aussi qu'on dépathologise ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas des monstres, on n'est pas des rebuts de la société, on n'a pas de problème en fait, et on a juste envie, on ne demande même pas à être aimé, on demande à être respecté. Donc c'est exactement à ce lieu-là que naît mon écriture. Tu as eu des retours de tes mots ? Oui, j'ai commencé à avoir des retours. Alors ce qui est très beau, moi j'étais venue avec peut-être d'abord avec un petit complexe de la provinciale, parce que j'habite en Belgique, et voilà, des petites angoisses, des petits questionnements sur la manière dont le texte allait être reçu, des petites angoisses de slameuse, de personnes de scène, qui a une écriture qui est destinée à la scène, et puis là qui va être lue par des personnes qui m'ont jamais entendu sur scène, et puis des angoisses qui sont liées à l'époque, c'est-à-dire que les textes ils cognent, il y a voilà, c'est pas du baume sur le cœur spécialement, en tout cas à première vue, et donc j'avais peur que dans une période déjà trouble, avec déjà plein de choses qui font mal, que les gens n'aient pas envie d'avoir encore une couche de trucs qui font mal en fait. Mais en fait, ce qui m'est renvoyé, c'est que ça fait quand même du bien d'avoir et que c'est aussi vital à la fois d'être aimé, mais c'est vital aussi d'être respecté. Donc voilà, dans les premiers retours qui sont très positifs, c'est que ça fait du bien, cette quête de respect, ça fait du bien, cette poésie debout, cette poésie de feu. Voilà. Et aussi, ce qui est très rassurant, c'est que justement, des personnes qui ne m'ont pas entendue sur scène rentrent par l'écriture, et donc là, ça me rassure sur ma plume, en fait. D'accord.
J'en profite pour préciser que nous sommes chez moi et qu'il y a des travaux et que peut-être ça s'entendra, mais si vous êtes des habitués, vous avez l'habitude, précisément. Alors Lisette, j'ai très envie de plonger dans ton atelier et de le partager à celles et à ceux qui nous écoutent surtout. Alors, comment tu écris ? Est-ce que c'est quelque chose d'intuitif ? Est-ce que tu écris en un seul jet ? Est-ce que tu retravailles ? Bref, comment ça se passe dans la tête et dans la plume de Lisette Lambé ? Alors, avant, j'étais très connectée, mais encore maintenant, j'ai des fois des coups de poing comme ça dans le ventre qui sont liés à l'actualité. Donc, il va y avoir un espèce de jaillissement parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne là en dessous du scaphandre et ça doit absolument sortir. Alors, le jaillissement, très vite, j'écris en parlant, donc il va quand même passer par la bouche. Et puis, peut-être que, en tout cas, c'est du terreau, c'est de la matière. Je vais retravailler, mais très très peu en fait, finalement. Même le court roman, La Vénus Poetica, je l'ai écrit en 3 semaines, je l'ai passé en bouche, et puis je l'ai pas retravaillé plus que ça. Donc je retravaille assez peu, je fais confiance à cette écriture de jaillissement. Et puis ce que j'ai chopé là pendant le confinement, c'est que j'étais vraiment persuadée que j'avais une écriture de la nuit et que c'était là-bas que ça jouait, presque une écriture de post-fête, d'alcool, enfin voilà, D'accord. Cette écriture-là un peu chargée et il fallait que je me sente un peu déliée, voilà, j'avais besoin de baisser la garde sur certaines choses. Et en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'avais une écriture de l'aube. Donc j'ai chopé maintenant là cette espèce de moment entre de l'aube et à jeun. Ça, je veux dire, parce que c'était... Précisons-le. Voilà. Entre 3-4 heures du matin et 6 heures, en fait, avant que mes enfants se réveillent, avant que le monde se réveille. Car il y a aussi la vie qui entre en jeu. Ouais, je sens que là, c'est que j'écris bien et de manière volubile et de manière aussi légère, sans penser à faire du beau, etc. Là, je sens que j'écris facilement à ce moment-là. De manière honnête. Ouais. Voilà. Que dire d'autre sur cette écriture ? Non, ce que j'ai appris aussi, c'est une écriture de commande. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à écrire pour des magazines papier. Et voilà, il y a des dates, il y a des deadlines où il faut rendre les articles. À écrire quoi ? Alors là, par exemple, pour un des magazines, donc j'ai une carte blanche tous les 15 jours, ça s'appelle Trottoir philosophe, du titre d'un des poèmes du recueil de Brûlé. En fait, je marche dans la rue, j'écoute, je capte des phrases de passants, et à partir de là, c'est un fil sur lequel je tire pour la chronique. Et comme c'est Trottoir philosophe, en général, ça pose une question plus philosophique, plus générale, plus sociétale, mais à partir de cet intime, à partir de cette marche, à partir de soit je marche dans la rue, soit je marche dans la ville, à partir de ce mouvement, en fait, voilà. Ok. Mais là, voilà, ça m'a appris à écrire pour une date fixe, à écrire plus long aussi, parce que c'est plus long que des textes de slam. Donc voilà. Oui, le slam, encore une fois, c'est quelque chose d'assez codifié. D'ailleurs, petit point historique, le slam est né dans les années 80. Il a été impulsé par Mark Smith, qui est un poète américain qui est encore en vie à Chicago. Et effectivement, oui, c'est 3 minutes. Et pour revenir à ce recueil, Brûler, 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 je pense, peut-être, tu me diras, pouvoir faire une généralité, mais la répétition est une figure de style qui est très importante et qui est très récurrente aussi, on s'en doute, mais comment tu expliques ça ? Quel est son intérêt ? Alors, et pour la petite anecdote, tu sais, la première fois que j'ai proposé des textes à un éditeur belge, j'ai été recalée à cause de ça, parce que j'avais laissé en fait le nombre de répétitions que je disais à l'oral, donc c'était hyper chargé en répétition, et donc voilà, j'avais été recalée parce que j'avais pas compris le travail d'épure qu'il y avait à faire entre ce qu'on proposait sur scène et puis ramener le texte sur le papier. Mais donc la répétition, c'est à la fois pour soit se mettre pour donner une musicalité là où il n'y a pas de musique, hein, donc c'est une manière d'entrer en poésie, c'est la musicalité, ça donne du rythme, ça donne ce corps, mais aussi
quand tu es sur scène ou quand tu lis ton texte à l'oral, la répétition, comme la liste ou comme d'autres choses, c'est l'endroit exactement où tu peux te mettre en état de lyrisme. Parce qu'en fait, au niveau du souffle, quand tu es en répétition et quand tu es en répétition longue, où tu vas approcher même l'espèce de mantra, là, quelque chose, au niveau du souffle, voilà, tu te mets à la limite de l'apnée. Et donc là, dans cet espace-là où tu manques un petit peu de respiration, tu lâches un peu prise à ce moment-là. Et là, pour moi, c'est une espèce de brèche où va rentrer à la fois le lyrisme dans cette espèce de souffle court. Et puis aussi, lyrisme et l'émotion. C'est-à-dire que pour moi, c'est le moment, quand tu arrives au bout de ta répétition, c'est le moment, tu vois, quand je fais ça, je reprends mon souffle à ce moment-là, c'est aussi là que se trouve l'émotion. C'est-à-dire, il y a une émotion qui a justifié l'écriture. Et puis là, moi, je ne suis pas quelqu'un des arts de la scène, je ne suis pas comédienne. Donc, l'écriture, à ce moment-là, ça me permet de reconvoquer cette émotion-là. Donc, je suis là un peu à bout de souffle. Et puis, voilà cette émotion qui arrive parce qu'il y a bout de souffle, en fait. Si je répète quelque chose qui me met en colère, si je liste des choses qui me mettent en colère, ou si je liste, par exemple, je prends toujours cet exemple-là dans mes ateliers d'écriture pour expliquer ça aux participants et aux participantes. Si je te dis, voilà, j'en ai marre de l'actu, je suis fatiguée, jusque-là, je suis pas encore en rythme slam. Par contre, si je dis, j'en ai marre de l'actu, j'en ai marre Corée du Sud, Corée du Nord, Donald Trump, djihadisme, blablabla, et je commence à faire une liste comme ça, quand je vais te dire, je suis fatiguée, effectivement, ça... Tu vas sentir que je suis fatiguée. Donc, cette longue liste ou ces répétitions, ça me permet de reconvoquer cette émotion-là qui est sous-jacente à l'écriture. Donc voilà, pour moi, donc elle est importante, l'anaphore, la répétition, c'est un mécanisme que j'utilise volontiers parce que c'est là que mon écriture bascule vers l'oralité. Vers l'oralité et donc pas vers la comédie, parce que tout ce que tu viens de lister, ça peut quand même être des outils d'un comédien. Ah oui, on a tout à fait, on a une espèce de territoire commun dans le coaching scénique, même dans mes ateliers. Donc il y a une partie écriture et puis il y a une partie coaching scénique. Donc on a ça en commun avec les gens des arts de la scène. Ouais. Une des différences, c'est qu'on n'est pas un personnage, on est un jeu qui est quand même un petit peu plus grand, un petit peu plus... Il y a des exigences de la scène, donc c'est quand même pas ma voix de tous les jours. Donc je vais parler plus fort, j'articule plus, j'ai une adresse publique. Oui, j'avais vu, j'ai regardé des vidéos de toi et, où tu performes. Et c'est vrai qu'il y a des syllabes, par exemple, je me souviens plus, tu avais dit « je me rappelle » et tu disais « je me rappelle ». Oui, en tout cas, voilà, on tape plus sur les consonnes, on prononce toutes les lettres, oui, voilà. Et c'est ce qui donne cette espèce de scansion qui est propre au slam, qui va chercher une espèce de musicalité sans la musique. Mais à la fois, on n'est quand même pas dans le théâtre. Même si je dis un texte où je parle, par exemple, d'une personne âgée, je ne vais pas grimer cette personne, physiquement vouloir incarner cette personne. Je reste, moi, dans cette voix. Après, c'est une voix d'énonciation. Le jeu, c'est pas toujours un jeu autobiographique. Ouais. Moi, par exemple, dans mon recueil, j'ai des personnages. Donc, ça nous place à un endroit voilà, autofictionnel, quelque chose. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, réfléchir à ce jeu-là. Voilà. Il y a des exigences de scène et en même temps, on n'est pas un personnage de théâtre. Ouais, c'est un peu hybride. Ouais. Alors, pour revenir à ce recueil, il y a des textes, mais il y a aussi des images, des vraies images, des collages, disons des pages illustrées. En quoi elles servaient ton propos, ou peut-être plutôt en quoi les deux formats peuvent se répondre, selon toi ? Alors pour moi, c'est juste deux textures de ma poésie. J'ai cette chance, en tout cas depuis même La magie du burn-out, mon premier livre, il y a déjà des collages dedans, donc il y a toujours eu des collages. Mes éditeurs ont toujours accepté, ou en tout cas, m'ont fait ce beau cadeau de propositions hybrides. Et donc ça me correspond bien, parce que oui, effectivement, je suis collagiste, et j'étais collagiste avant d'être poétesse, avant d'être slameuse et avant d'être poétesse. Pour moi, le collage, c'est très important parce que c'est aussi un lieu... Bon, alors, c'est quand j'ai pas les mots, il y a des images. Ça me
me précède. Tu vois, je suis pas en création, en recherche d'une métaphore inédite. Il y a quelque chose qui me précède dans les magazines. Je découpe, voilà. Après, ça te réconcilie aussi avec juste le geste. Tu découpes. Il y a une forme de plaisir. Il y a quelque chose aussi comme l'enfance, quand le picotage de l'enfance, le découpage, le dessin de l'enfance, tout ça est là-dedans. J'essaie aussi de me reconnecter avec la force subversive qu'avait le collage à ses débuts, quand ils ont commencé à coller des tickets, des bouts de tissu, etc. sur les peintures. Il y avait une force subversive. Et dans cette série-là, dans Brûlé, ça a l'air tout simple, mais ça répond... Moi, j'ai eu des séries très saturées en mots, ou des séries très saturées, c'est très graphique, des triangles, des carrés, voilà, des milliers de carrés ou des milliers de triangles. Et là, j'ai dû batailler pour voilà, que mon éditeur aussi accepte et comprenne que pendant la période du confinement, il y avait un énorme brouhaha sur les réseaux sociaux, beaucoup de prises de parole, etc. Et j'ai eu besoin à ce moment-là d'avoir vraiment la feuille de papier, la blancheur et juste une image qui venait... voilà, j'avais besoin de silence tout autour d'une image, de simplicité, d'épure. Et puis il y a une petite note qui va avec les collages parce que j'ai dû expliquer le processus, c'est-à-dire que c'est des magazines vintage années 50-60 du temps de la colonisation. Et que notamment sur certains collages on voit par exemple des femmes noires, mais ces femmes noires en fait ne sont pas du tout du même pays, elles sont pas du tout de la même région, pas du tout des mêmes époques, mais elles ont l'air, donc ça interroge aussi mon œil occidental, la manière dont je regarde les personnes noires, parce qu'elles ont l'air de la même famille alors qu'elles sont pas du tout des mêmes contrées africaines. Voilà, il y a tout ça dans ces collages-là, puis ça donne une petite respiration entre les textes et aussi, même si... bon, alors ça va de la Calas, Elvis Presley ou des personnages noirs, mais voilà. Tu en as un petit peu parlé déjà, mais tu animes également des ateliers d'écriture et de slam aussi, en Belgique, mais aussi à l'étranger, il me semble. Comment enseigner cette parole courte, cette parole forte, mais aussi et surtout cette parole parfois intime dans le cadre d'une pédagogie ? Oui. Alors là, tu vois, moi je me suis mis des garde-fous, hein, parce que parfois le slam est très cathartique au début, et donc tu peux avoir des textes qui, quand on dit oui, ça part du ventre, mais bon, moi j'aime bien rappeler que c'est un atelier d'écriture et pas une thérapie de groupe. Je suis pas art-thérapeute, donc cette parole, moi ce qui prime quand même, c'est le travail sur la langue. Et mon garde-fou, c'est ça. C'est par exemple si quelqu'un dit un texte très intime, mais dans lequel je ne peux pas dire accélère, retire ceci, voilà, si je peux pas dire ça, c'est que c'est un témoignage, c'est pas un écrit d'atelier d'écriture. C'est mon garde-fou, ça, en fait, okay. De dire, moi je travaille sur la langue, je travaille effectivement comment on injecte des répétitions, des anaphores, des allitérations pour que le texte gagne en puissance poétique. Et je suis de ce côté-là. Après, ben voilà, on a une méthodologie particulière. Moi, en tout cas, dans mon associé Slam, ça fait 5 ans qu'on travaille le passage du mouvement à l'écriture et inversement, okay. Qu'on amène très tôt les personnes et les participantes dans cette idée qu'elles vont aller partager le texte avec un micro sur la scène. Ouais. Donc, il y a du coaching scénique. Donc oui, il y a de la posture, il y a de l'adresse publique, tout ce qu'on retrouve en coaching scénique. Et puis, mes ateliers s'inscrivent dans un cadre en France, c'est l'éducation populaire, chez nous l'éducation permanente en Belgique. Ça veut dire qu'il y a tout un travail aussi de déconstruction des stéréotypes, quelle est la place, j'ai beaucoup d'ateliers avec des femmes, quelle est la place de la parole des femmes dans l'espace public. On travaille la question de la légitimité aussi de cette parole. Beaucoup de femmes qui sont dans les ateliers d'écriture, qui ont des écrits qui restent, tu sais, des carnets intimes, etc. Il faut lui donner de la légitimité pour que ça devienne littéraire. De l'empowerment. Ouais, voilà, donc tout ça, ouais, tout à fait. Donc tout ça, je travaille ça aussi. Et voilà, donc moi je suis appelée dans des lieux sur des thématiques, oui, féminisme, parfois homosexualité, parfois excision, parfois sans-papier. Donc, mais c'est créer des espaces pour que les personnes puissent s'exprimer en fait. Et puis il y a d'abord une libération de parole, et puis il y a un vrai travail sur la langue. Et ça aussi pour toi, c'est une forme d'engagement
Ouais, d'animer ces ateliers en l'occurrence. Oui, et donc moi, ma militance, elle est exactement à cet endroit-là. C'est l'endroit où je me sens le plus juste, même plus que sur scène, parce que moi, je suis venue très tardivement et par hasard à la scène. Et j'ai cette relation de transmission, la relation pédagogique, je veux dire, c'est la relation, c'est mon premier métier, puisque j'étais enseignante. Donc c'est vraiment pendant des années. Donc c'est l'endroit où je me sens à l'aise et en même temps très juste maintenant, parce que je me dis ça combine à la fois voilà, quand je monte sur scène, quand j'écris, quand je fais des recherches pour moi-même avancer dans mon écriture, tout ça nourrit les ateliers, et inversement quand je voyage, quand je rencontre des personnes, quand j'aide des personnes à écrire ou à monter sur scène, ça nourrit aussi ma pratique artistique. Donc les deux pour moi sont intrinsèquement liés. Alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu as écrit un court roman qui s'appelle Venus Poetica, qui est paru cette année, en 2020. Est-ce que, à partir de là, on pourrait se dire que tu aurais envie de poursuivre vers un format peut-être plus long, peut-être un grand roman, où tu es vraiment faite pour le format court, en fait, selon toi, bien sûr? Alors, ce que je sens, c'est que j'ai une écriture du jaillissement, donc je sens que j'ai un romancier belge, Jean Beaufanet, qui m'a dit que j'étais une petite sauvageonne, et que qui sentait ça dans l'écriture, et que si j'arrivais à me discipliner, peut-être que moi par exemple, quand on me dit oui, il faut 2 ans pour écrire quelque chose, j'ai l'impression que c'est une temporalité très longue, comme quand je vois des gens qui répètent pour des mois et des mois pour monter sur scène avant le spectacle. J'ai l'impression que moi, ça me fait violence et que ça ne me correspond pas du tout. Mais maintenant, ce que je sens, c'est que j'ai quand même quelque chose à quelque part qui est en train de tourner, une histoire un peu plus longue, et je suis en train de découvrir, et donc là je m'astreins, je mets une petite discipline, donc c'est-à-dire par exemple je regarde ta table et je me dirais tiens, il faut que j'écrive 5 pages sur cette table, plutôt que comme d'être en poésie, avoir une métaphore en 2 vers ou en 2 mots, tac, ou une impression sur cette table. Donc c'est un nouveau travail, mais je suis en train de découvrir ça, mais tranquillement, parce que ça viendra peut-être, mais je pense pas tout de suite. J'ai envie vraiment pour le moment d'explorer le collage, la littérature de jeunesse aussi. J'ai envie d'écrire de la poésie, des poèmes, quelque chose de graphique pour les plus jeunes, les petits. D'accord. Ça, je sens que c'est vraiment le truc pour le moment qui, au tournant la 2021, pour ne pas que les enfants soient dégoûtés trop vite de la poésie. Ouais, ça bouillonne. Ouais. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Oui, actuel, des choses très, très actuelles. C'est vraiment comme tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Là, actuel, alors je ne sais plus le nom. Moi, tu sais, j'ai un problème de nom, mais je l'avais noté sur mon petit calepin là-bas. Bon, alors d'abord, de manière générale, ce qui me botte ça pour le moment, c'est de voir comment, à partir de l'injonction à se réinventer, parce que depuis le début du confinement, les poètes sont partout. Dans l'espace public notamment. Alors par exemple le projet, je notais ce qu'il y avait en France, Poesy is not dead, qui font des projections de performances vidéo sur les façades. Le bordel de la poésie aussi, et l'assaut des poètes qui ont lancé une ligne rose. On peut téléphoner et pendant 15 minutes, comme le principe du téléphone rose, un poète, une poétesse te lit des poèmes, ou un poème minute. Donc là tu téléphones et on crée un poème pour toi en direct, un poème personnalisé. Et alors j'ai vu aussi en France pour le moment Serveur vocal poétique de la compagnie Home Théâtre, et là c'est jour et nuit, un numéro gratuit aussi, donc tu as un poème, c'est en cas de cafard, de coup dur, etc. Okay. Donc je t'avoue que depuis le début du confinement, en Belgique on en a plein aussi. Je suis attentive à comment les poètes et les poétesses sont en train de... puisque les librairies étaient fermées, puisque les lieux culturels sont fermés, comment cette poésie peut quand même voyager de manière différente. Donc nous, on a eu Timothée Sergoy qui a fait des affiches magnifiques dans l'espace public, et on a participé aussi à une action qui s'appelle Fleurs de funérailles, parce que pendant le confinement, les gens étaient enterrés, ou vite, quoi, à la va-vite, avec des cérémonies très restreintes, etc. Et donc les poètes, on s'est mis en disponibilité
invité pour écrire des poèmes personnalisés pour les personnes voilà, qui en auraient eu besoin. Tu vois, et donc on pouvait faire appel à nous. Donc ça dure toujours maintenant. Ouais. Donc ça, c'est pour ce qui se passe maintenant. Mais sinon, là, en Belgique, j'ai eu une interview, on me demandait quel est l'artiste, peu importe si c'était du littéraire. Et littéraire, pour moi, c'est souvent les coups de poing, ils remontent plus à l'adolescence qu'à mon âge adulte. On me disait vraiment un seul nom, et j'ai dit James Natchway, qui est photographe, parce qu'en fait, photographe de guerre, il n'y a pas eu un seul livre dans ma vie de lectrice qui m'a mis un plus grand... coup de poing que ces photos-là, en fait. Okay. Je pense que ça tient à l'endroit d'où il se tient, c'est-à-dire beaucoup d'humanité, pas du tout dans le voyeurisme. Pourtant, les sujets sont toujours très durs. Et voilà, il n'y a pas de mots. Donc, c'est aussi plus large, et je pense que ça rejoint aussi les collages. C'est que... Enfin voilà, que tu viennes de tel pays ou tel pays, il n'y a pas la barrière linguistique, en tout cas il n'y a pas de mots, tu regardes ça et ça te parle, voilà, c'est les enfants, il a fait toute une série sur les enfants quand on a ouvert dans les années 90 les orphelinats en Roumanie, il a beaucoup aussi photographié l'Éthiopie, la Somalie pendant les grandes famines, le Congo, 94 après le génocide du Rwanda, le passage de frontière Rwanda-Congo, il a fait des séries, enfin plein de séries, l'ex-Yougoslavie, voilà, le mec il a maintenant, je pense qu'il est au-delà de 70 ans, mais ce sont, enfin depuis, alors ce que j'admire aussi c'est la longévité dans l'engagement, ou la longévité dans, comme en poésie Ferlinghetti, donc qui a 100 ans, 101 ans, ça veut dire comment ce feu-là t'accompagne jusqu'au finish. Moi ça c'est une fascination... voilà, terrible pour... Qui reste présente pour toi. Ouais, vraiment. Ok. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Précipitez-vous vers tous ces conseils. Merci beaucoup, Lisette. Merci à toi. Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je le dis jamais assez, je le dis jamais tout court d'ailleurs. Mais c'est important. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à la semaine prochaine.